Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct sur RLP Radio Libre en Périgord depuis nos studios dans le Périgord. Voilà, dans Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sur la famille contemporaine. Et aujourd'hui, après avoir parlé la semaine dernière de PPL, de textes de loi, notamment sur la résidence alternée, nous parlerons aujourd'hui, nous revenons dans l'écosystème de la famille pour évoquer les placements et nous évoquerons ceci avec Eureka, il vient de se connecter. Nous avons ce soir avec nous Ernest Chénière, ex-député de l'Oise, qui à l'époque était membre du RPR, qui a été connu notamment en tant que principal du collège Gabriel dans la première affaire du voile islamique. Travaillé avec Simone Veil, il a travaillé aussi avec Phyllis Douste-Blazy. Il est aujourd'hui dans Michael Justice. Michael Justice, nous avons également Fabienne la présidente, et nous avons aussi Maître Bézi, avocate, maman non recomposée, j'aime à dire, d'un magnifique petit. Écoutez, nous sommes également en direct sur YouTube. Messieurs, dames, bonjour. On va commencer par les faire dans l'ordre. Ernest, tout va bien ? Oui, ça va très bien, merci, sauf la technique. Bon, Fabienne, ça va ? Très bien, Stéphane, et toi ? Ça va, tout à fait. Maître Bézi ? Merci Stéphane. Fabienne, tu es sur Michael Justice. Michael Justice est extrêmement impliqué, on fait du conseil, certaines choses là par rapport aux douanes des placements. Ça sort le titre de l'émission, c'est Regard sur les placements. Tu voulais qu'on évoque cette émission avec Maître Bézi et l'association. Déjà, tu as un mot d'introduction ? Oui, je voulais faire cette émission. On a fait des émissions pour présenter l'association et notre combat et ce que nous faisons. Et les deux personnes qui sont là étaient quasiment les deux seules qui n'ont pas participé à toutes ces émissions et à tout ce que nous avons mis en place. Maître Bézi, qui est fondatrice avec moi de l'association, et Ernest, qui est le vice-président de l'association. Donc c'était quasiment quasiment les seules personnes que les gens ne connaissaient pas. Et c'était important, que les gens les connaissent leur parcours, leur cursus, comment ils sont arrivés à l'association, et ils vont pouvoir vous donner leurs idées et leur façon de penser et comment nous travaillons dans l'association. Ok. Alors, Maître Bézi, vous êtes effectivement cofondatrice de Michael Justice. On s'est croisés plusieurs fois sur les webcams durant les visios de l'association. Vous pourriez un petit peu vous présenter, dire où vous êtes situé, ce que vous proposez. Enfin, qui est Maître Bézi ? Alors, Maître Bézi exerce depuis une douzaine d'années maintenant, que ce soit devant le juge aux affaires familiales, mais aussi en assistance éducative. C'est un domaine qui se déploie de plus en plus au sein de mon cabinet, et notamment par le biais de l'association, parce qu'avec Fabienne, on se connaît bien. Et c'est de là que tout est parti, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes avocate, vous êtes maman depuis 12 ans. Vous nous rappelez dans quel secteur géographique ? Du côté de Bordeaux, région bordelaise. D'accord, donc on est très sud-ouest en fait ce soir. Ah oui, là. C'est là on est. Nous sommes effectivement tous très sud-ouest. Vous êtes impliqué, je crois, aussi dans l'affaire du bébé secoué qu'on a évoqué sur cette antenne avec Maître Domergue plusieurs fois. Non, c'est pas Maître Bézi, c'est Maître Frasson. Ah, pardon, elle n'est pas dans le bébé secoué, c'est pas grave. Mais elle est impliquée dans d'autres affaires suivies par Michael Justice. Oui, donc les difficultés qu'on rencontre, c'est dans la mesure où on a vocation à intervenir sur tout le territoire. On rencontre en fait des juges pour enfants de toute la France, avec des pratiques qui sont quand même très différentes. Mais
qu'on a, c'est que quand on rencontre une problématique qui devient urgente, le fait de se rendre sur place, c'est un peu long pour demander des comptes et puis impossibilité de joindre par téléphone, il n'y a que du mail. Voilà, et puis des fois on nous répond pas, quoi. Donc c'est véritablement gênant. Agnès Chénière, vous êtes impliquée, vous êtes vice-président de Michael Justice. Vous étiez aussi, ça fait longtemps que vous êtes dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué comme cela dans la protection de l'enfance ? C'est tout mon parcours de vie, puisque j'ai été successivement instituteur, professeur, principal de collège, proviseur de lycée, et même au-delà, je me suis occupé d'adolescents, d'étudiants. J'ai fait ça toute ma vie, hein. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que vous faites partie des rares professionnels de l'éducation nationale qu'on peut avoir. L'éducation nationale, en fait, elle se place comment lorsque il y a des soucis familiaux, que ce soit des divorces, des séparations, des engueulades, hein, ou alors carrément des interventions de l'État par rapport aux enfants. Comment réagit l'éducation nationale ? L'éducation nationale, déjà, elle détecte nécessairement qu'il présente des problématiques, soit personnelles, soit d'ordre familial. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'éducation nationale, à travers les enseignements dispensés et la pédagogie appliquée par les enseignants, accompagne les enfants. L'éducation nationale travaille en bonne communication, en bonne collaboration avec les acteurs sociaux, hein, c'est-à-dire avec les organisations qui s'occupent de la jeunesse socialement, etc., mais très officiellement, hein, voilà. Donc, nous accompagnons les enfants et les jeunes, puisqu'il y a un moment où nous avons affaire à des jeunes, on peut plus taxer et les appeler enfants. Nous faisons tout pour essayer d'une part de les aider à supporter leur situation, à se supporter eux-mêmes, à se découvrir, à se comprendre, à avancer dans la vie harmonieusement en élucidant les difficultés qu'ils peuvent connaître. Et nous travaillons en bonne intelligence avec les intervenants extérieurs à l'éducation nationale et qui sont de l'ordre de la psychologie sociale, les associations d'aide, etc. Hein, voilà. Maître Bézy, un regard juridique par rapport à ce qui vient d'être dit. La question initiale à Ernest Chénière était, est-ce qu'en 20 ou 30 ans, pourquoi est-ce que la situation est devenue différente ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'avocate et professionnelle ? Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'estime que la chaîne assistance éducative fonctionne déjà très mal. D'accord. Et les personnels éducatifs et les personnels qui sont à l'origine des signalements ne sont pas correctement formés pour moi. On a un problème de budget en la matière, que ce soit au niveau assistance éducative, que ce soit au niveau des magistrats et même des experts, je dirais. Au-delà de ça, ce qui me dérange moi aujourd'hui, c'est une espèce de presque de chantage qu'on fait aux parents ou de menaces quand on est devant le JAF. On est déjà dans le cadre d'une séparation qui peut avoir des impacts sur les enfants et on peut entendre de la part des magistrats « Attention, si ça continue, on va vous placer vos enfants ». Moi, les séparations familiales aujourd'hui alimentent beaucoup les placements, c'est exact. Oui, la conjugopathie, c'est clairement une des principales causes de placement. Alors, je dis pas qu'il y a des cas où c'est pas justifié, mais ce règne un petit peu de la terreur et puis de la fumée sans feu, hein, potentiellement, ça peut aboutir à des placements et à des situations injustifiées. Disons qu'à une époque, les enfants placés, la DAS, il y avait vraiment des raisons, il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, dans la masse, l'équivalent de la ville de Toulouse, hein, comme le rappelle votre confrère, d'enfants donnés à l'aide sociale à l'enfance pour 9 milliards d'euros par an, on est obligé de constater que parmi ces enfants, une grande partie d'entre eux
eux étaient peut-être mieux avant qu'aux endroits où on les a envoyés. Malheureusement, l'observation montre ça. Oui, je pense que effectivement c'était peut-être mieux avant parce qu'on avait des personnels qui étaient aussi un peu mieux formés. Et puis qu'on en plaçait moins, qu'il y avait une quantité. Oui, et puis surtout, on en plaçait beaucoup moins. Donc, on se faisait. Oui. Je pense pas que les foyers de l'ADA, c'était un endroit. Je pense pas que l'aide publique, franchement, était enviable pour les enfants. Mais il y en avait beaucoup moins. Oui, mais on va revenir à cet état parce que là, la politique qui s'engage, parce qu'il faut rappeler quand même que ce sont les finances des départements qui sont principalement, qui supportent principalement ces frais-là. Elles sont limitées parce que les subventions des collectivités territoriales baissent et donc aujourd'hui la politique c'est réduire les placements. Alors on le constate pas encore, moi, personnellement je le constate pas encore, mais on va voir si effectivement le mouvement s'amorce. Moi, je reviens sur quelque chose, je pense, que je redis là. Nous, on ne se bat pas contre l'aide sociale à l'enfance. Elle a des raisons d'être, l'aide sociale à l'enfance. On se bat contre ces juges qui décident de placer à tout prix. Parce qu'il y a peut-être des dossiers, des situations où on pourrait accompagner, mettre des éducateurs, faire des choses plutôt que de placer. Et ça, on ne le voit pas. Voilà. Donc, effectivement, Maître Bézi disait que le rapport Santiago disait certaines choses, effectivement. Oui. Maintenant, on attend de voir et on n'est pas sûr que ça se mette en place. C'est ça la difficulté. Oui. Alors, je vais venir sur Ernest parce que... Si je peux me permettre, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Fabienne. Mais oui, je sais bien. Je sais que vous aimez les enfants. Je sais que vous voulez protéger les enfants. Et je sais aussi que vous êtes révolté par la manière dont on s'y prend aujourd'hui. Oui. Oui, je regrette. C'est un petit peu l'évolution négative administrativement de certains organismes qui tournent. Après, les personnels recrutés pour s'occuper de ces enfants n'ont pas la formation, n'ont pas le niveau, n'ont pas la motivation. Or, cet à peu près ne peut que générer des défaillances importantes dans l'évolution de l'enfant qu'il convient d'accompagner et de sauver. Bon, voilà. Donc, il faut être méfiant, prudent, et puis connaître très rigoureusement les problématiques auxquelles nous pouvons être confrontés sur les comportements, les évolutions d'un enfant ou d'un adolescent dans tel ou tel autre milieu familial, et cela demande vraiment un dévouement important. Mais on peut avoir des résultats. Il ne faut pas l'à peu près administratif auquel on assiste aujourd'hui, avec une systématisation quelquefois du placement, etc. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Fabienne, rapidement. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a vraiment affaire à un placement abusif, il faut comprendre que l'enfant est traumatisé en fait. Là, il y a rupture de liens et les liens ne sont pas maintenus. Mais on a aussi un parent. On se retrouve avec un enfant et un parent qui est. Parfois, il y en a même deux des parents qui. Oui, bien sûr. Mais il y a des fois, il y a plusieurs enfants. Bien sûr. Et nous, on constate les dégâts. Les dégâts. Parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas accompagnés, ils sont dans une... Mais je voudrais profiter de la présence d'Ernest parce qu'il a eu aussi un combat politique durant plusieurs dizaines d'années. Il a fréquenté Simone Veil et autres. Donc, il a assisté à la suppression de ce ministère des Affaires sociales. Il a assisté à la délégation de ce travail au département. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à l'époque? Alors ça, je n'ai pas de réponse. Et je me suis souvent posé la question. D'accord. C'est le fonctionnement de notre société, de notre État. Laurent s'incline, d'ailleurs, que faire sinon s'incliner. Mais d'ailleurs, vous êtes partisan de revenir à une centralisation, à un ministère de la protection, un ministère des familles ou de l'enfance? Alors, si cela se faisait sur des bases réfléchies, claires et potentiellement efficaces, pourquoi pas? Nous avons bien un ministère de l'Éducation nationale. Bon, alors on voit ici et là des choses qui ne vont pas, des erreurs,
erreurs, des choses à corriger, etc. Nous sommes humains, oui. Oui, ça me fait rire, mais cette immense, énorme administration, mon Dieu, avec toutes les filières, tous les cas de sociopathes ou autres, bon. Ah, nous faites pas une Claude Allègre, là, attention, hein. Bon. Voilà. Non, mais moi je dirais bien, elle est belle notre éducation nationale, mais il faut des gens compétents, des gens motivés, avec des objectifs réfléchis qui permettent d'atteindre les résultats attendus. Bon, c'est plutôt décadent, mais je serai discret sur la chose. Oui, on est en phase d'effondrement, ça c'est clair et net. Ouais. Maître Bézi, cette idée de recentralisation, de redonner à l'État et non plus au département la protection de l'enfance, qu'en dit le professionnel ? Je suis partagée. D'accord. Je suis partagée parce Pourquoi ? que pour moi, le problème est aussi financier. Enfin, c'est un problème de formation des personnels et je pense que les finances de l'État sont guère dans une bonne phase. C'est l'État qui alimente les départements, pourtant. Oui, voilà, mais je veux dire, oui. on coupe tout partout. Enfin, je veux dire, au niveau de tous les services publics. Donc, recentraliser cette question-là, pour moi, il faut restructurer complètement déjà le système de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, il faut le réfléchir autrement. Ouais. Mais après, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire, bon, je partage la position d'Ernest sur le sujet. Hein. Si on doit le faire, il faut le faire de manière réfléchie et avec les bons acteurs et les bonnes réflexions. Je voudrais préciser que Maître Bézi, hormis d'être avocate, elle a aussi un diplôme en criminologie. Ça aide pour beaucoup de choses, vous savez, parce que ça permet de voir ce que les parents essaient de s'égosiller à dire, puis on ne nous croit pas. Mais un avocat qui a cette possibilité-là ou qui a a un recul, parce que souvent les parents ils sont pris pour des imbéciles en fait, pour des fous, voire même quand ils disent certaines choses. Mais quand il y a un avocat qui reprend derrière en disant oh non mais là quand même il y a un problème, eh bien écoutez ça aide, voilà. Et en fait quand l'avocat repère des failles et des dysfonctionnements que nous on n'a pas forcément repérés, c'est important. Moi je voulais le dire. Maître Bézi, ça vous apporte quelque chose ? Mon diplôme en criminologie, ça me donne forcément un éclairage pénal sur toute la situation. Hein. Quand on voit quand même ce qui se passe de manière générale en assistance éducative, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir cet aspect un peu psychologique, pouvoir cerner davantage les gens. C'est intéressant. Mais après... C'est pas ça qu'elle a su que j'étais pas une grande malade, vous voyez. Ah, c'est une information importante. C'est vous qui le dites. On est tous complètement starbés, nous sommes tous énévrosés. Non, mais c'est important ce que je dis. Oui. Non, mais je suis partisan de la formation. Trop de professionnels sortent des études en disant ça y est, c'est gagné, je suis arrivé. Alors que la formation, elle est continue au niveau de la vie, dans le perfectionnement de son parcours et autres. Exactement. Et on voit trop de personnes, surtout dans le milieu de l'enfance, qui ne sont pas assez formées en pédopsychiatrie, en criminologie, effectivement, en détection de la vérité, en psychologie, ont suivi de la recherche et des avancées universitaires parce que la science continue d'évoluer. Nos connaissances sur le fonctionnement de l'enfant aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 30 ou 40 ans, donc c'est bien de se mettre à jour, notamment sur l'importance du lien parental et autres, donc il y a un intérêt. Et d'ailleurs, Maître Bézi me disait en off, qu'elle avait suivi plusieurs formations. Oui, là récemment, j'ai assisté, mais c'était en novembre 2024, à Bordeaux, nous avons accueilli les assises nationales des avocats d'enfants. Donc nous avons accueilli en fait tous les confrères qui interviennent au soutien des enfants, que ce soit devant les JAF ou vraiment en assistance éducative. Mais on a aussi accueilli dans le cadre de c'était une journée et demie, des professionnels qui interviennent en protection de l'enfance. Mais on a regretté une absence notable qui était celle en tout cas du département de la Gironde, avec qui on aurait eu matière à débattre. Et oui, parce que pourtant on leur confie plein de choses, mais ils sont pas tout le temps là. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ça. On était un peu désolés parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut constamment, c'est rechercher le dialogue, rechercher le contact, échanger. Et en fait, quand il n'y en a pas, c'est quand même très compliqué de faire évoluer les situations favorablement. Mais en tout cas, nous, on est, de par notre déontologie et notre statut, on est obligé de se former constamment et de faire de la formation continue. On a une obligation, on essaye de s'y tenir. Alors après, on peut se former sur beaucoup de domaines, mais quand on intervient en protection de l'enfance, je pense qu'il faut se former tant à la parole de l'enfant qu'à la parole des parents. Voilà. Ernest ? Je
Je suis tout à fait de l'avis de Maître Bézi. Je pense que nous avons une tâche merveilleuse qui est celle d'une taille diamantaire à opérer sur les enfants qui nous sont confiés, les enfants et les adolescents. Mais évidemment, le produit, en quelque sorte, le produit brut que nous accueillons dans nos écoles, dans nos instituts, etc. Il est fabriqué, il sort de l'usine familiale et sociale, et les enfants ne nous arrivent pas bruts de décoffrage, mais avec déjà des tas d'éléments qu'ils ont intériorisés et qui, en quelque sorte, sont des obstacles à la taille diamantaire que nous devons opérer sur eux pour les préparer à une basse société. Et ce travail-là est de plus en plus difficile parce que les conditions de travail pédagogique et sociologique sont de plus en plus brouillonne, difficile, avec des gens qui ont tout le monde à voix au chapitre, et puis ce que nous faisons dans les établissements scolaires est immédiatement défait dans les quartiers, dans certains quartiers, et nous pouvons, lorsque nous ouvrons les yeux et portons le regard, voir qu'il y a un détricotage de cette belle culture, de cette belle formation de l'être et de l'intelligence que nous voulons apporter aux enfants de par la vie concrète dans laquelle ils sont mêlés. Voilà. Bon, je vais en profiter d'avoir quelqu'un de votre position en face de moi, là, parce que j'ai plein de questions à poser par rapport au rôle de l'école. Et je crois qu'en 5 ans de radio, j'ai pas réussi à en avoir un seul de l'Éducation nationale qui a osé venir s'asseoir en face de moi, là, ou par webcam ou autre. Dites-moi, on va commencer par vous savez, j'ai passé 10 ans à l'étranger. Ma fille était en école internationale et je payais cher une école qui était prestataire pour moi et qui me rendait des comptes sur l'instruction et l'évolution de ma fille. Et je suis arrivé en France et j'ai eu l'impression que l'école, en fait, c'est pas elle qui travaillait pour moi, c'est moi qui travaillais pour l'école. Limite, j'avais à rendre des comptes par rapport à ce que je faisais moi avec mes enfants, et il y a vraiment un changement de positionnement. Mais de manière sous-jacente, là, c'est le ministère de l'Éducation nationale ou c'est le ministère de l'Instruction, sans rejoindre un politicien qui était ce terrain-là, mais l'école, elle est là pour instruire les enfants des parents, ou alors est-ce qu'elle est là pour créer des citoyens en France? L'école est là pour créer des citoyens. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un citoyen? Ils ont en face de soi. Ils sont là avec leur intelligence. C'est une chose. Ils sont là avec leur cœur, avec leur affectivité. Ils sont là avec leur âme, c'est-à-dire avec les grandes questions qui peuvent se poser à un être humain quand il tourne son regard vers l'espace et le temps, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, on n'entre pas dans des domaines religieux à l'école laïque, mais cette dimension visuelle de l'enfant, elle doit être prise en compte. Voilà. Et puis son affectivité, parce que l'affectif de l'enfant entre vraiment en jeu dans sa relation qu'il a avec son instituteur d'abord, ils sont jeunes là, et puis plus tard avec son ou ses professeurs, où là, il s'instaure une relation socio-pédagogique qui est en quelque sorte l'ouverture des portes sur la vie d'adulte, sur les responsabilités, sur les situations que l'enfant devenu adolescent puis adulte va devoir rencontrer et assumer. Et y a-t-il quelque chose de plus émouvant et de plus passionnant? Non. C'est un métier magnifique, je suis d'accord, c'est un métier magnifique. Mais la transmission des valeurs, des idéologies, elle appartient aux parents ou elle appartient à l'école? Attention, c'est un peu glissant là. Attention, là, je préviens à l'avance. Non, mais ce n'est pas glissant du tout. Non, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, c'est une vraie question, bien sûr. Oui. Non, ça ne fait pas débat. Ça ne devrait pas faire débat. Parce que c'est une des missions essentielles de l'école
que de transmettre les valeurs d'ordre éthique. Bon, éthique, humaniste, universel, etc. Alors évidemment, on se garde de partis pris religieux et autres, mais quand on a et qu'on maîtrise un petit peu sa matière et son milieu pédagogique, on transmet. Hop là. Oh, c'est non, dommage, on non, commençait à prendre un peu de non. hauteur, là, on commençait à s'élever un peu dans le non, débat. rien. Oh, quel Ernest, dommage! le retour, il va- Ernest, reviens, revenez, j'ai pas terminé. Ernest, Ernest, qu'est-ce que vous pensez de la décision d'enlever le grec et le latin des matières scolaires et en fait d'affaiblir véritablement le niveau des matières traditionnelles au détriment de nouvelles matières ou de nouveaux contenus? Eh bien, je dirais que c'est criminel Ah, quand même. et que, oui, et que cela montre une volonté d'assassiner une mémoire civilisationnelle qui est une richesse extraordinaire et constitutive de notre humanité en marche vers son éternité. Hein. Voilà. Donc, pour ce qui me concerne, je suis si heureux d'avoir fait des études classiques, littéraires classiques, latin, grec, et cela m'a sculpté toute mon humanité avec toutes les connaissances, les valeurs, les repères qui accompagnent naturellement ce type de formation. Mais n'est-ce pas là ce que le parent demande à l'école quelque part? Mais les parents n'ont pas nécessairement à être écoutés. Bon, voilà. Parce que non, mais les parents demandent ce que vous venez de dire à l'instant, demandent ça à l'école, demandent l'instruction, demandent le niveau, demandent voilà. Non, mais qu'est-ce que l'instruction? Qu'est-ce que le niveau? Nous devons former des humaines tournées vers le passé civilisationnel de notre temps, n'est-ce pas, de notre société, et enrichi de ce passé, susceptible de semer, d'ensemencer le présent et l'avenir des richesses qui ont été accumulées par ceux qui nous ont précédés. Eh ben moi, je veux qu'en sortant de l'école, mes enfants, ils sachent parler comme vous. Voilà, comme vous venez de vous exprimer en ce moment. Je veux qu'ils aient ce niveau et qu'ils puissent avoir ce niveau de conceptualisation et d'expression et qu'ils puissent parler comme vous. Et ça m'intéresse beaucoup plus que le réchauffement climatique, l'éducation sexuelle ou le tri des déchets. Je suis désolé, hein, mais je voudrais qu'ils puissent savoir compter, qu'ils puissent savoir parler et s'exprimer comme vous, parce qu'autrement, s'ils ne savent pas s'exprimer comme vous, ils vont être exclus des endroits où il est nécessaire d'avoir ce niveau pour en faire partie, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. La stigmatisation. Ouais, je suis d'accord avec toi, Stéphane, mais moi, je vais te faire remarquer qu'aujourd'hui, dans ces endroits dont tu parles, c'est pas comme ça que ça parle. Donc, si l'enfant veut s'intégrer, il est obligé de parler comme ces endroits-là. Moi, c'est ce que j'aime chez Ernest, hein, vous le savez, je m'en cache pas. Ses échanges, son élocution, sa manière voilà, qui est posée. Oui, il y a un niveau, mais moi, je veux que mes enfants aient ce niveau, voilà. Qu'on garde ce niveau. Mais moi, j'en connais pas beaucoup. Je te le dis clairement, en fait. Hein. Je n'en connais pas beaucoup qui peuvent pouvoir s'exprimer comme ça, et ça manque, effectivement. Alors, est-ce que arriver à ce niveau-là, peut-être pas, mais effectivement, qu'on leur donne les armes pour pouvoir arriver au moins à pouvoir échanger, pouvoir faire un CV sans faute, pouvoir aller à un rendez-vous et pouvoir aller chercher du travail, enfin le basique, quoi. Et ces fondamentaux-là, ils ne les ont pas, je suis désolée. Tout ça, c'était la porte ouverte à la stigmatisation, au final. Hein. Par le bas. Oui, bah, complètement. Oui, bien sûr. Ça emprisonne, ce sont les limitations en fait, les limitations d'instruction nous emprisonnent dans le milieu social. On va pas faire une lecture marxiste, mais quelque part aussi, quand même, oui. Messieurs, dames, est-ce que vous avez une conclusion à rajouter sur ce petit débat de ce soir? Et je suis ravie, voilà, d'avoir fait cette émission avec ces personnes qui manquaient, parce que ce sont, je vous dis, hein, là vous avez mon bras droit et mon bras gauche. C'est très clair, hein. Voilà. Et moi, je suis au milieu, voilà. Voilà. Et je ne serai rien. La place du cœur. Exactement. Joli. Ernest, une petite conclusion? Oh bien, moi je suis très heureux d'avoir été dans ma vie un champ intellectuel et culturel incessamment labouré
et ensemencé. Cela m'a permis d'apprendre différentes langues. Je suis si heureux de parler arabe avec un Marocain. Bismillah, etc. Ayant voyagé dans le monde, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment d'une culture différente, d'un héritage historique différent, mais avec qui il y avait cet échange d'un cœur humain à un cœur humain. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Voilà. Faisons de nos enfants des êtres porteurs de l'universalité de l'homme, de l'être humain. Continuons de travailler pour protéger les enfants. On parle de leur avenir et oui, ça passe par la question de l'éducation qui est cardinale également. Nous sommes là maintenant, l'association Michael Justice, et nous avons l'intention d'être là pendant longtemps et de faire beaucoup de choses. Attention, nous sommes là et nous sommes là pour rester. Attention. Exactement, nous sommes là pour rester. Très bien. Bravo, bravo. Voilà. À tout le monde, au revoir. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi, Stéphane. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.